Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour notre émission On vous explique tout. C'est une hebdomadaire ou c'est une quotidienne même où on va parler aujourd'hui d'un sujet sensible, d'un sujet où on va avoir vraiment besoin d'en savoir plus. C'est les méga-bassines. Comme tous les jours, je suis allé faire un tour dans les allées du Salon de l'Agriculture pour recueillir vos témoignages à ce sujet-là. On regarde tout de suite. On a un petit problème technique. Si à la régie, quand on peut diffuser ce micro-trottoir, faites-nous signe. Mais pour reparler de ce sujet, je reçois François Arnoux. Vous êtes agriculteur, céréalier et vous êtes relié à des méga-bassines. Vous me direz tout à l'heure pourquoi vous n'aimez pas le terme méga-bassine. À côté de moi aussi, j'ai aussi Mathéo Petitet. Tu es étudiant à AgroParisTech. Je vais commencer par toi. On le voit, les méga-bassines, c'est un sujet d'actualité, un sujet un peu clivant. Est-ce qu'à l'école déjà, on vous apprend à gérer l'eau? Parce que c'est une ressource précieuse, on a des problèmes avec les sécheresses, etc. Est-ce que l'école est un endroit où on nous apprend déjà à gérer l'eau? Alors pour répondre, oui, on apprend la gestion de l'eau dès la première année, on a quelques notions. Ces notions sont étendues en deuxième année, mais de manière différentielle, c'est-à-dire que l'école nous impose différents cursus et dépendant de si on est en agronomie, en gestion environnementale, en santé ou en alimentaire, on ne va pas apprendre la gestion de l'eau de la même manière. Pour ma part, j'ai vu la gestion de l'eau plus du point de vue de la purification et de la potabilisation. Donc là, on a déjà des notions. En agronomie, ils apprennent plus la gestion, donc tout ce qui est gestion de l'eau en rapport avec le couvert végétal, en rapport avec les différentes espèces qui sont plantées. Donc on a ces notions qui peuvent ensuite être poussées le plus en troisième année en fonction des différentes spécialisations qui sont possibles. Donc c'est une notion qui est abordée, oui. Merci Mathéo. Tout de suite, François, le premier problème, c'est déjà son nom, la méga-bassine. Ça te pose problème, toi? Ah oui, franchement, c'est un terme qui m'irrisse le poil à chaque fois. Parce qu'en fait, on est hors sujet, il y a un problème de sémantique là. Une bassine, déjà, ça a une connotation pour moi qui est négative. Je suis un peu plus âgé. Je sais que mes grands-parents, moi j'ai pas connu ça, mais mes grands-parents se lavaient dans une bassine. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est petit, qui n'est pas fait pour stocker l'eau. Alors quand on parle de méga bassine, si on prend une bassine qui est à peu près la taille de la table, et bien méga bassine, ça fait peut-être 4 fois 4 tables, mais ça s'arrête là. Ça s'appelle des réserves d'eau. On pompe l'eau à un moment donné, on la stocke. C'est bien une réserve et pas une bassine, et encore moins une méga bassine. D'accord, on m'a fait signe à la régie qu'il était possible de diffuser le micro-trottoir. Donc on va regarder les avis des personnes du Salon de l'Agriculture, les intervenants que j'ai pris au hasard dans les allées. Est-ce que selon vous, les méga-bassines, c'est une solution d'avenir? C'est pas que je ne sais pas, j'aimerais bien y croire. Pourquoi pas si c'est adapté? Moi, je pense que ça peut être une solution. Ouais. Ah oui, aujourd'hui, oui. En partie, pourquoi pas. Enfin, je ne suis pas dans le domaine, mais toutes les bonnes solutions sont bonnes à prendre. Pas forcément. Ça dépend où on est, s'il ne pleut pas assez. Ça pourrait être une solution, mais il faut bien aménager, dans tous les cas. Pas du tout, parce que déjà, c'est très peu d'agriculteurs dans une région. Et en plus, ça pompe dans les nappes phréatiques. Je crois qu'il va falloir s'adapter surtout, c'est ça le plus important. Oui et non, ça peut l'être à partir du moment où c'est destiné aux éleveurs du secteur pour une production qui sera orientée vers l'élevage pour le nourrissage des animaux. Après, c'est vrai que je suis un peu contre quand c'est pour du maïs voué à l'exportation. Je connais des gens qui font ça pour leur jardin, donc on ne pourra pas généraliser la chose. Le problème, c'est qu'on n'a plus d'eau. Et moi, ça serait la solution, oui. Ah oui, maintenant, avec les changements climatiques, on a du mal à faire repousser nos cultures si on n'a pas d'eau en plus. J'imagine qu'il y a plusieurs solutions et que ça fait partie d'une des solutions. Franchement, il y a beaucoup de contradictions. C'est pas trop bien quoi en penser, je sais pas. Il faut récupérer les eaux. Dans le temps, c'est ce qu'il faisait, récupérer les eaux usées.
François, on le voit, il y a plusieurs avis, des pour, des contre. Est-ce que toi, dans ce micro-trottoir, tu as retenu déjà des fausses informations, des choses que tu aimerais clarifier? Il est très intéressant ce micro-trottoir parce qu'en fait on voit vraiment la différence de point de vue qu'il peut y avoir. Et effectivement, il y a quand même quelques notions, quelques avis qui sont perturbés par des mauvaises informations. Par exemple, je rebondis sur, c'est-à-dire on pompe dans les nappes. Le principe aujourd'hui des réserves de substitution, c'est qu'on pompe dans les nappes. En ce qui me concerne, par exemple en Vendée, on a 10 ans de recul, on a tout un protocole. On ne pompe pas dans les nappes comme ça n'importe comment quand on a décidé de pomper dans les nappes. On peut remplir nos réserves qu'entre le 1er novembre et le 31 mars. À partir du moment où le niveau des nappes a atteint un certain niveau, où on considère, enfin c'est même pas qu'on considère, on sait que la nappe est pleine. L'eau s'en va ensuite à la mer. C'est qu'à partir de ce moment-là, durant cette période-là, que l'on peut remplir. Donc toi, tu m'as dit, en préparant cette émission, que tu étais ultra connecté. Je crois qu'une maison connectée est moins connectée que toi aujourd'hui. On le sait, les agriculteurs, c'est les premiers utilisateurs de drones. C'est des utilisateurs aussi de données satellites. Tu es connecté à la météo, tu sais la moindre goutte d'eau qui tombe sur ton champ. Comment tu fais avec ces informations-là? Tu m'as dit que tu avais une base qui te permettait de garantir qu'il y ait toujours de l'eau dans les nappes. On l'a vu dans les périodes, mais tu es vraiment capté et tu sais quand tes plantes ont soif. Alors, il y a plusieurs choses dans ta question. Première chose, effectivement, en instantané, on a le niveau des nappes avec des piézomètres qui sont placés là où il faut pour voir le niveau des nappes. Ça, c'est sur le site du conseil départemental. Ce sont des données officielles. Et effectivement, en étant connecté, on a l'évolution de la nappe en direct live. Et par rapport à ça, quand on a fait notre stockage d'eau dans les conditions que je viens d'expliquer, eh bien, on sait qu'on a un volume de temps qu'on va utiliser donc, durant la période estivale, là où la plante en a le plus besoin. Chaque litre, chaque demi-litre, chaque goutte compte parce qu'on sait exactement ce qu'on a, on sait qu'on ne pourra pas en faire plus et on sait sans doute qu'on va en faire moins parce qu'il faut savoir aussi que même si on a des réserves de substitution, on est aussi collé au milieu et on peut avoir des restrictions. En 2022, on n'a pas vidé nos réserves parce qu'on voulait aussi, on devait avoir un niveau d'eau maintenu quand même dans le milieu. Et par rapport à la deuxième phase de ta question, sur le suivi des plantes, effectivement, comme on ne veut pas gaspiller toute cette eau qu'on a stockée, eh bien effectivement, on a des sondes, entre autres, qui mesurent exactement ce que la plante consomme sur l'ensemble de son enracinement en instantané, en jour J, en instantané. En fonction de la météo qui est annoncée, on sait que le lendemain, elle va consommer tant. Et donc, par rapport à l'apport d'eau, eh bien, on amène exactement ce dont elle a besoin, ni plus ni moins. Moi, en préparant ce micro-trottoir, il y a eu 1 milliard d'avis. Il y en a eu d'autres qui m'ont parlé d'évaporation de l'eau. On m'a parlé de l'évaporation quand on arrose, mais aussi des méga-bassines. Elles ne sont pas couvertes, certaines. Est-ce que c'est des choses qu'on pourrait aussi améliorer par l'avenir, arroser peut-être le sol? Est-ce que c'est des choses que toi, tu essayes de faire? Tu fais des tests dans ton exploitation? Donc, excellente question. Précision par rapport à ça. Effectivement, les réserves sont à ciel ouvert. Donc, évidemment, il y a de l'évaporation. Mais évidemment, et on oublie de le dire, l'eau qui tombe du ciel tombe dedans. Donc, en fait, il y a un solde. C'est-à-dire, pluie moins évaporation, il reste combien? C'est pas ça s'évapore, point final. Non, il y a aussi la pluie qui tombe qui les remplit. Moi, mon expérience que j'ai depuis 10 ans sur ma réserve de substitution, c'est que je considère que c'est pratiquement 1 pour 1. C'est-à-dire que ce qui s'évapore retombe du ciel. Les données officielles sont plutôt aujourd'hui autour de 3-4%, mais en aucun cas, on parle de 30 à 40% de solde ou d'évaporation. Il y a simplement un zéro qui a été rajouté en plus. Donc on est vraiment là dans la fake news ou dans l'intox. Ok, peut-être pour 3, 4, peut-être 5% de solde, mais en tout cas pas 30 ou 40. On oublie simplement de dire que comme elles sont à ciel ouvert, eh bien effectivement la pluie qui tombe, eh bien, elle tombe dedans. Mathéo, je reviens vers toi. Est-ce que tu as un expert devant toi, quelqu'un qui est ultra curieux, qui fait 1 milliard de choses dans son exploitation au sujet des bassines? Est-ce que tu as une question à lui poser? Moi, je voudrais savoir, du coup, d'après ce que vous avez dit, vous pompez dans les nappes uniquement lorsqu'elles ont atteint un certain niveau. Donc,
j'aurais deux questions par rapport à ça. Déjà, est-ce que lorsque vous pompez, que le niveau est atteint et que vous pouvez pomper, est-ce que vous réussissez à chaque fois à pomper plus que ce que la nappe aurait réussi à absorber? Donc, est-ce que vous réussissez à stocker au final plus d'eau que si la nappe avait été seule sans pompage? Et deuxième question, là, en rapport avec l'actualité, avec les faibles précipitations qu'il y a eu, c'en est à quel stade dans votre exploitation? Alors, par rapport à ta première question, on a de toute façon un volume qui nous est attribué. Donc par rapport à la nappe, on va donc sur des historiques d'irrigation qui datent de plus de 20 ans, on était autorisé à pomper 100 par exemple. Eh bien aujourd'hui, on pompe plutôt 70. C'est-à-dire que déjà, on a une réduction de au moins 30, voire 40% suivant les secteurs. Donc on ne met pas à mal la nappe plus qu'avant, on la met plutôt moins qu'avant. Et plutôt à une période où, encore une fois, le niveau est atteint. Et par rapport à ta deuxième question, qui était donc sur l'actualité avec les très faibles précipitations. Alors l'actualité, elle est assez intéressante en Vendée. C'est qu'en fait, on va probablement pouvoir remplir toutes nos réserves cette année avec le protocole que je viens d'expliquer. Tout simplement parce qu'en fait, la nappe en 2022 a été moins sollicitée parce qu'il y avait le stockage. Donc c'est quelque chose qu'on voit là qui est vraiment flagrant et c'est un fait. C'est-à-dire que la nappe a été moins sollicitée. Donc même avec peu de pluie, elle est restée à un niveau acceptable, voire plus qu'acceptable, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir atteindre le niveau à partir duquel on peut remplir. Et on est très à l'aise par rapport à ça, ou presque très à l'aise. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir remplir nos réserves parce que l'année dernière, on avait déjà les réserves et les années d'avant. Donc c'est là aussi où il faut avoir en tête un pas de temps. C'est pas regarder sur une période donnée, un été donné ou une année donnée. C'est du pluriannuel. Et c'est assez nouveau qu'on ait une sécheresse estivale comme on peut avoir, malgré tout, qu'on a déjà eu. Mais c'est ce qui est nouveau, c'est de pouvoir avoir cette information sur le comportement de la nappe. On l'a vu, il y a un milliard de choses qu'on aurait voulu encore aborder avec toi. Le chronomètre tourne. Moi, j'ai envie de savoir aussi, qu'est-ce qu'une nappe dans ton quotidien? Je comprends que ça, d'après ce que tu me dis, ça t'apporte aussi des garanties, des flexibilités. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte? J'ai aussi cru savoir que tu as diversifié tes cultures grâce à ces bassines de rétention. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Donc sur ces réserves de rétention, on est effectivement, on a accès à des productions qu'on n'avait pas accès avant. Parce qu'en fait, quand on produit derrière, il faut avoir un débouché, il y a une filière derrière. Et ce qui est important, c'est de pouvoir garantir une production par rapport à cette filière. Et le fait qu'on ait un peu cette assurance, en fait, de pouvoir les irriguer à minima par rapport à ce stockage, fait qu'effectivement, maintenant, depuis quelques années, du moins, depuis qu'on a le stockage, eh bien, on a accès à des productions qu'on n'avait pas accès, par exemple des légumes. Moi aussi, je fais du maïs semence, donc pour faire des semences, eh bien, les semenciers aujourd'hui me donnent plus facilement accès à ces genres de production parce qu'ils savent, et on l'a vu en 2022, qu'ici il y a une grosse sécheresse. Eh bien, on a le stockage qui va limiter la casse. Il y aura casse, mais en tout cas, on va limiter la casse. Et ils peuvent, comme ça, nous assurer des hectares, de la valeur ajoutée. Ça me permet, moi, par exemple, d'employer une centaine de jeunes l'été. Si je n'avais pas le stockage, tout ça serait remis en cause. Être attaché à un bassin de rétention d'eau, c'est aussi avoir des obligations. Tu me disais, moins utiliser d'eau, avoir des techniques agricoles qui te permettent de retenir aussi de l'eau dans le sol. Tu peux nous en dire aussi un peu plus? J'ai entendu des intercultures, j'ai entendu plein de choses en me baladant dans le salon. Tu peux nous en dire un peu plus? Donc effectivement, quand on a bien identifié qu'on a un volume donné et qu'on n'a pas plus, eh bien on met tout en place pour garder le maximum d'eau déjà dans le sol. Donc on essaye de ne pas multiplier le nombre d'interventions qui assèchent le sol. Donc on est en travail du sol réduit. On fait aussi donc des intercultures effectivement pour éviter que l'eau s'évapore et que le couvert végétal certes va consommer mais va garder aussi une certaine fraîcheur. On diversifie les assolements, on allonge les rotations. On est aussi dans des cultures donc, qui sont plus ou moins gourmandes en eau. Donc en fait, on met plein de choses en place, comme des outils d'aide à la décision également, qui nous permettent de consommer moins, tout simplement. Voilà, on arrive gentiment au terme. On l'a vu, il y a des avantages, il y a des inconvénients.
On n'utilisera peut-être plus le terme méga-bassine grâce à François. Je le remercie beaucoup pour cette participation. Je remercie aussi Mathéo, notre étudiant. Nous, on se retrouve demain à la même heure. Restez connectés parce que tout de suite, il y a une nouvelle émission, Summertime, et il vous parlera de la formation. Bonne soirée. Merci.